Le 15 août 1983, une famille de 4 personnes quitte son appartement de location dans le quartier de Les Goudes à Marseille pour passer une journée à la plage. Henri Lacroix, 42 ans, sa femme Sylvie, 39 ans, et leurs 2 filles Camille, 14 ans, et Émilie, 9 ans, emportent avec eux une grande serviette rayée bleue et blanche, un sac de plage en toile beige et un panier pique-nique. Ils ne reviendront jamais. 16 ans plus tard, en juillet 1999, des ouvriers découvrent ce sac de plage, caché derrière un panneau métallique, dans un complexe industriel abandonné près du port de la Madrague. À l'intérieur, les cartes d'identité de toute la famille, parfaitement conservées, des vêtements d'enfants et un petit carnet rempli d'annotations étranges de la main de Sylvie Lacroix. Comment un simple sac de plage a-t-il pu rester dissimulé pendant 16 ans dans un lieu que personne n'aurait songé à fouiller? Et surtout, pourquoi une famille en vacances aurait-elle caché ses documents d'identité dans un endroit aussi improbable avant de disparaître sans laisser la moindre trace? Cette découverte allait rouvrir l'une des affaires les plus troublantes de la région marseillaise et révéler une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Lyon, été 1983. La ville connaît une période de transformation économique et sociale importante. Le quartier de Vaise, où habitent les Lacroix, est un secteur populaire de l'ouest lyonnais, historiquement ouvrier, où se mêlent petits commerces familiaux et immeubles construits dans les années 50. C'est dans un de ces immeubles typiques, avenue de Pressensé, que la famille occupe un appartement de 4 pièces au 3e étage depuis 12 ans. Henri Lacroix travaille comme commercial pour une compagnie d'assurance implantée dans le 2e arrondissement de Lyon. C'est un homme méthodique, apprécié de ses collègues pour sa ponctualité et son sérieux. Ses voisins le décrivent comme quelqu'un de discret, toujours poli mais peu bavard. Il part chaque matin à 7h30 précise et rentre généralement vers 18h. Le week-end, on le voit souvent laver sa Peugeot 304 blanche dans la cour de l'immeuble, vérifiant méticuleusement chaque détail de la carrosserie. Sylvie enseigne à l'école primaire du quartier, à 10 minutes à pied de chez elle. Ses collègues la connaissent comme une enseignante dévouée, particulièrement attentive aux enfants en difficulté. Elle dirige également la chorale de l'école et organise chaque année un spectacle de fin d'année très apprécié des parents. Contrairement à son mari, Sylvie est sociable et entretient des relations cordiales avec plusieurs voisines de l'immeuble. Elle fait ses courses au marché de Vaise tous les samedis matins où les commerçants la saluent par son prénom. Camille, 14 ans, vient de terminer sa classe de 4e au collège Clément Marot. C'est une adolescente studieuse qui obtient de bons résultats scolaires, particulièrement en français et en histoire. Elle joue du violon depuis l'âge de 8 ans et suit des cours au conservatoire municipal. Ses professeurs notent qu'elle est devenue plus réservée ces derniers mois, passant davantage de temps seule pendant les récréations. Sa meilleure amie, Nathalie, avec qui elle était inséparable depuis le CE2, témoignera plus tard que Camille semblait préoccupée au cours du dernier trimestre scolaire, mais refusait d'en parler. Émilie, la cadette de 9 ans, contraste totalement avec sa sœur. C'est une enfant joyeuse et bavarde, toujours prête à raconter ses aventures à l'école ou au centre aéré. Elle adore dessiner et couvre des cahiers entiers de croquis représentant des animaux et des paysages imaginaires. Sa maîtresse, Madame Garnier, la décrit comme une élève curieuse qui pose constamment des questions et participe activement en classe. Émilie est particulièrement proche de sa mère et l'accompagne souvent lors de ses courses du samedi. La vie de la famille Lacroix suit une routine bien établie. Les repas du soir se prennent à 19h précises, moment où Henri écoute religieusement les actualités à la radio. Les mercredis après-midi, Sylvie emmène les filles au parc de la Tête d'Or quand le temps le permet. Le dimanche, la famille déjeune parfois chez Marcel, le frère aîné d'Henri qui habite Villeurbanne avec sa femme et leurs 3 enfants.
Ces déjeuners familiaux sont l'occasion pour les cousins de jouer ensemble pendant que les adultes discutent autour d'un café. Pourtant, derrière cette apparence de normalité, des tensions existent. Marcel confiera plus tard aux enquêteurs qu'Henri semblait stressé depuis plusieurs mois, évoquant des difficultés professionnelles sans jamais entrer dans les détails. Madame Ferreira, la voisine du dessous, a remarqué que les disputes entre Henri et Sylvie étaient devenues plus fréquentes au printemps, même si les voix restaient toujours étouffées. Elle ne pouvait distinguer les mots, mais le ton était sans équivoque. Au début du mois de juillet 1983, Sylvie annonce à ses collègues qu'ils partiront en vacances à Marseille en août. Elle semble enthousiaste à cette perspective et montre même des brochures touristiques sur la région. La famille a réservé un appartement dans le quartier de Les Goudes, une petite enclave entre mer et collines, à l'extrémité sud de Marseille. C'est un endroit prisé des Marseillais qui cherchent à échapper à la chaleur du centre-ville, mais encore relativement méconnu des touristes venus d'autres régions. Les voisins aideront Henri à charger les bagages dans le coffre de la Peugeot le matin du 12 août. Monsieur Carvalho, qui habite sur le même palier, se souviendra que Henri semblait particulièrement silencieux ce jour-là, presque absent. Sylvie, en revanche, papillonnait d'un endroit à l'autre, vérifiant qu'il n'oubliait rien. Les filles attendaient dans la voiture. Camille regardant par la fenêtre avec une expression indéchiffrable, Émilie feuilletant un magazine pour enfants. À 9 heures du matin, la Peugeot 304 blanche quitte Lyon par l'autoroute A7 en direction du sud. C'est la dernière fois que les voisins voient la famille Lacroix au complet. Le mercredi 15 août 1983 est une journée magnifique sur la côte marseillaise. Le soleil se lève à 6h27 sur une mer d'un bleu intense. La température atteindra 32 degrés dans l'après-midi, mais la brise marine rend la chaleur supportable. C'est le jour de l'Assomption, férié en France, et Marseille s'éveille lentement, beaucoup de familles profitant de ce long week-end pour partir en excursion. La famille Lacroix s'est installée depuis 3 jours dans un petit appartement loué pour 2 semaines au premier étage d'une maison appartenant à monsieur et madame Savelli, un couple de retraités marseillais. L'appartement, situé rue du Commandant Lamy dans le quartier de Les Goudes, comporte 2 chambres, une cuisine équipée et une petite terrasse donnant sur la mer. Madame Savelli, qui occupe le rez-de-chaussée, témoignera qu'elle a entendu la famille se lever tôt ce matin-là, vers 7 heures. Elle a perçu des bruits de vaisselle, des pas dans l'escalier, des voix normales. À 7h45, M. Bartoli, le boulanger de la rue principale, voit Sylvie et ses 2 filles entrer dans sa boutique. Il se souviendra précisément de cette visite, car Émilie a fait tomber une pièce de monnaie qui a roulé sous le présentoir, provoquant l'hilarité générale. Sylvie achète 2 baguettes, 4 croissants et une tarte tropézienne. Elle paie avec un billet de 50 francs et plaisante avec le boulanger sur la chaleur qui s'annonce. Le ticket de caisse, retrouvé plus tard dans l'appartement, indique l'heure exacte, 7h52. De retour à l'appartement, la famille prend son petit déjeuner sur la terrasse. Madame Savelli entend des conversations tranquilles, des rires d'enfants. Vers 9h, elle aperçoit Henri chargé des affaires dans le coffre de la Peugeot garé devant la maison. Une glacière bleue, un parasol rayé, le grand sac de plage en toile beige qui sera retrouvé 16 ans plus tard. À 9h20, Madame Savelli croise la famille dans l'escalier. Tout le monde porte un maillot de bain sous des vêtements légers. Sylvie tient un grand cabas contenant des serviettes. Henri porte la glacière. Camille a son appareil photo instamatique autour du cou, un modèle Kodak qu'elle a reçu pour ses 14 ans en février. Émilie serre contre elle un masque et un tuba neuf, achetés la veille dans une boutique du port. Madame Savelli leur demande où ils comptent aller. Sylvie répond qu'ils veulent explorer les calanques, peut-être celles de Callelongue ou de Marseille-Vert. Henri précise qu'ils rentreront probablement en fin d'après-midi, avant la chaleur excessive. Madame Savelli leur conseille d'apporter suffisamment d'eau, les calanques n'offrant aucune ombre. Sylvie lui assure qu'ils ont prévu 2 grandes bouteilles. La Peugeot démarre à 9h25. Au lieu de prendre la direction du port et des plages aménagées, elle tourne à gauche, vers le chemin des Calanques. C'est Monsieur Delorme,
facteur en tournée dans le quartier, qui la voit passer. Il remarque la voiture, car peu de touristes s'aventurent sur ces chemins étroits et difficiles d'accès. La plupart préfèrent les plages plus facilement accessibles du Prado ou de Pointe-Rouge. À 10h15, deux randonneurs, Christine et Alain Mercier, un couple de Toulon en excursion pour la journée, croisent une famille correspondant à la description des Lacroix sur le sentier menant à la calanque de Marseille-Vert. L'homme porte une glacière et semble essoufflé par la montée. La femme encourage les enfants à avancer. La jeune adolescente traîne un peu en arrière, regardant fréquemment son père. La plus petite sautille sur le chemin, excitée par l'aventure. Christine Mercier témoignera qu'elle a trouvé étrange que cette famille s'engage sur ce sentier difficile avec autant d'équipement. Le chemin vers Marseille-Vert est réputé pour être l'un des plus ardus de la région, avec des passages escarpés et des zones dangereuses près des falaises. Elle a failli leur dire quelque chose, mais son mari l'a dissuadée, arguant que ce n'était pas leurs affaires. C'est la dernière fois que quelqu'un voit avec certitude les 4 membres de la famille Lacroix ensemble et en vie. À 18h30, Madame Savelli commence à s'inquiéter. La famille n'est pas rentrée et la nuit ne va pas tarder à tomber. Elle essaie de se rassurer en se disant qu'ils ont peut-être décidé de dîner en ville, mais quelque chose la tracasse. À 20h, elle monte vérifier l'appartement. La porte est fermée à clé. Elle redescend et attend encore. Le lendemain matin, jeudi 16 août, à 8h, toujours aucun signe de la famille. La Peugeot n'est pas revenue. Madame Savelli monte de nouveau à l'appartement et cette fois utilise son double des clés pour entrer. Tout est en ordre. Les lits sont faits. La vaisselle du petit déjeuner a été lavée et rangée. Sur la table de la cuisine, elle découvre les papiers de location de la voiture, le portefeuille d'Henri contenant sa carte d'identité et environ 300 francs en liquide, et le sac à main de Sylvie avec son portefeuille, ses clés de l'appartement de Lyon et sa carte vitale. C'est cette découverte qui alarme véritablement Madame Savelli. Personne ne part pour la journée en laissant derrière soi ses papiers d'identité et son argent. Elle téléphone immédiatement à la gendarmerie de Marseille. À 11h30, 2 gendarmes arrivent sur place. Ils inspectent l'appartement minutieusement. Tout semble normal, presque trop normal. Les vêtements de la famille sont soigneusement pliés dans les armoires. Les affaires de toilette sont alignées dans la salle de bain. Le réfrigérateur contient des provisions fraîches. Sur la terrasse, un livre de poche est posé sur une chaise longue, un marque-page à la page 87. Les gendarmes notent cependant plusieurs éléments troublants. Le sac de plage en toile beige, que Madame Savelli affirme avoir vu Henri charger dans la voiture, n'est nulle part dans l'appartement. Les maillots de bain que portait la famille ne sont pas revenus non plus. L'appareil photo de Camille a disparu, ainsi que le masque et le tuba d'Émilie. Mais leurs cartes d'identité et tout leur argent sont restés sur place. Les recherches commencent immédiatement. Des équipes de secours en montagne sont déployées dans les calanques. Des hélicoptères survolent la zone. Des plongeurs inspectent les fonds marins près des falaises de Marseille-Vert. Pendant 5 jours, plus de 100 personnes participent aux recherches. On ne trouve rien. Ni la Peugeot 304 blanche, ni le moindre vêtement, ni aucune trace de la famille Lacroix. Le 20 août, les recherches actives sont suspendues. L'affaire est officiellement classée comme disparition inquiétante. L'inspecteur Gérard Fontaine, de la police judiciaire de Marseille, prend en charge l'enquête. Il a 38 ans d'expérience et a travaillé sur des dizaines de cas de disparition. Mais celui-ci le trouble particulièrement. Tout dans cette affaire semble à la fois ordinaire et profondément anormal. Marcel Lacroix apprend la disparition de son frère et de sa famille par un appel téléphonique de la gendarmerie le jeudi 16 août en fin d'après-midi. Il prend immédiatement la route pour Marseille avec sa femme Josette. Pendant tout le trajet, il refuse de croire à une tragédie. Henri était quelqu'un de prudent, de méthodique. Il n'aurait jamais pris de risques inconsidérés avec ses filles. Arrivé à Marseille le vendredi matin, Marcel découvre l'appartement de Légoud. Il reconnaît les vêtements de son frère dans l'armoire, les chaussures alignées près de la porte. Sur la table de nuit d'Henri, il trouve un roman policier de Jean-Patrick Manchette que celui-ci était en train de lire.
Marcel se souvient qu'Henri lui en avait parlé au téléphone 3 semaines plus tôt, disant qu'il comptait l'emporter en vacances. Mais c'est dans la chambre des filles que Marcel ressent vraiment le choc. Les 2 lits soigneusement faits, les peluches rangées, les vêtements pliés. Sur le bureau partagé, des cahiers de vacances à peine entamés. Un dessin d'Émilie représentant une maison au bord de la mer, probablement commencé pendant leur premier jour à Marseille. Marcel doit sortir sur la terrasse pour reprendre son souffle. L'inspecteur Fontaine interroge longuement Marcel sur les jours précédant le départ en vacances. Avait-il remarqué quelque chose d'inhabituel chez son frère? Henri avait-il mentionné des problèmes financiers, professionnels, conjugaux? Marcel hésite, puis finit par avouer qu'Henri semblait préoccupé ces derniers mois. Lors de leur dernier déjeuner familial, début juillet, Henri était resté inhabituellement silencieux, regardant dans le vide pendant que les autres discutaient. L'enquête révèle rapidement un détail troublant. Le vendredi 9 août, soit 3 jours avant le départ pour Marseille, Henri s'est rendu dans 3 agences bancaires différentes du centre de Lyon. Dans chacune, il a effectué un retrait en liquide. Au total, il a retiré 22 000 francs, une somme considérable pour l'époque, représentant environ 6 mois de son salaire. Le directeur de l'agence principale témoigne qu'Henri semblait nerveux mais déterminé, insistant pour avoir des grosses coupures. Sylvie était-elle au courant de ces retraits? L'enquête ne permet pas de le déterminer avec certitude. Leur compte joint montre néanmoins que Sylvie avait accès à tous les relevés bancaires. Si Henri voulait lui cacher quelque chose, il aurait dû utiliser un compte séparé, ce qui n'était pas le cas. Les collègues d'Henri à la compagnie d'assurance sont interrogés. Monsieur Valentin, son supérieur hiérarchique, révèle qu'Henri avait récemment commis plusieurs erreurs dans des dossiers clients, ce qui ne lui ressemblait pas. Fin juin, il avait même oublié un rendez-vous important avec un client majeur, provoquant une plainte formelle. Quand Monsieur Valentin l'avait convoqué pour en discuter, Henri s'était excusé platement, mais n'avait fourni aucune explication. Du côté de Sylvie, l'image qui émerge est celle d'une femme apparemment sans problème particulier. Ses collègues de l'école témoignent toutes de son professionnalisme et de sa bonne humeur habituelle. Seule Madame Garnier, qui était également sa confidente, mentionne qu'au mois de mai, Sylvie lui avait confié traverser une période difficile sans entrer dans les détails. Quand Madame Garnier avait tenté d'en savoir plus, Sylvie avait changé de sujet avec un sourire forcé. Les semaines passent, l'été cède la place à l'automne. À Lyon, l'appartement de l'avenue de Pressensé reste figé dans le temps. Marcel se charge de payer le loyer pour éviter l'expulsion, gardant l'espoir que son frère réapparaîtra un jour. Chaque fois qu'il entre dans cet appartement, il a l'impression que la famille va surgir d'un moment à l'autre, que tout cela n'est qu'un malentendu absurde. La rentrée scolaire de septembre est particulièrement difficile. À l'école primaire où enseignait Sylvie, une jeune suppléante prend en charge sa classe. Les enfants demandent où est leur maîtresse. Personne ne sait quoi leur répondre. Au collège, la place de Camille reste vide dans la classe de 3e. Nathalie, sa meilleure amie, pleure souvent en regardant le bureau inoccupé. L'inspecteur Fontaine continue son travail méthodique. Il fait rechercher la Peugeot 304 blanche dans toute la région. Des avis de recherche sont diffusés dans les gendarmeries du sud de la France. La voiture, immatriculée 69, Rhône, avec le numéro précis relevé par les voisins, est signalée dans le fichier national des véhicules recherchés. Mais aucun signalement ne remonte. En octobre, une piste semble se dessiner. Un témoin affirme avoir vu une voiture, correspondant à la description, garée près du port de la Madrague, le 16 août en fin de journée. L'homme, un pêcheur qui rentrait de sa sortie en mer, se souvient d'une Peugeot blanche avec des plaques du Rhône stationnée dans une zone habituellement déserte. Il n'y a pas prêté attention sur le moment, mais quand il voit l'avis de recherche dans le journal, le souvenir lui revient. Des recherches sont effectuées dans le secteur de la Madrague, un ancien quartier industriel en déclin situé au nord du Vieux-Port. Dans les années 80, cette zone est en pleine mutation, avec des entrepôts abandonnés, des anciennes manufactures désaffectées et des terrains vagues servant de décharges sauvages. C'est un endroit que personne ne fréquente sans raison précise.
Surtout pas une famille en vacances. Pourquoi les Lacroix seraient-ils allés là-bas? La question hante Fontaine. Rien dans leurs habitudes, leurs intérêts ou leurs projets ne justifie une visite dans ce quartier industriel délabré. Le témoignage du pêcheur est-il fiable? L'homme admet qu'il ne peut pas être absolument certain que c'était bien cette voiture spécifique. Il y avait beaucoup de Peugeot 304 blanches en circulation à l'époque. Marcel refuse de perdre espoir. Il fait imprimer à ses frais des affiches avec les photos de son frère et de sa belle-sœur qu'il plaçarde dans toute la région marseillaise. Famille disparue, le 15 août 1983. Si vous avez des informations, contactez. Les affiches jaunissent sous le soleil, se décollent sous la pluie d'hiver, sont recouvertes par d'autres annonces, mais Marcel en remet régulièrement de nouvelles. À Lyon, la vie doit continuer pour ceux qui restent. Les cousins de Camille et Émilie grandissent, célèbrent leurs anniversaires, leurs succès scolaires, mais chaque fête familiale est marquée par l'absence des 4 disparus. Marcel et Josette ont fait encadrer une photo de la dernière réunion familiale, prise en juillet 1983 dans leur jardin de Villeurbanne. On y voit Henri souriant, assis sur une chaise de jardin, Sylvie debout derrière lui avec la main posée sur son épaule, et les 2 filles assises dans l'herbe, Émilie faisant une grimace à l'objectif pendant que Camille tente de garder son sérieux. Noël 1983 est le plus triste que la famille ait jamais connu. Marcel maintient la tradition du repas familial, mais l'absence des 4 disparus pèse sur chaque instant. Josette a acheté des cadeaux pour Camille et Émilie, incapables d'accepter qu'elles ne les ouvriront jamais. Ces paquets emballés restent sous le sapin, puis sont rangés dans un placard où ils attendront en vain. Les années passent. 1984, 85, 86. L'affaire Lacroix est progressivement reléguée dans les archives non résolues. L'inspecteur Fontaine prend sa retraite en 1988, emportant avec lui le regret de n'avoir jamais élucidé ce mystère qui l'a hanté pendant 5 ans. D'autres enquêteurs consultent occasionnellement le dossier quand une nouvelle piste se présente. En 1989, la découverte de restes humains dans une grotte près de Cassis suscite un espoir terrible. Les analyses révèlent qu'il s'agit d'un homme seul, décédé bien avant 1983. En 1992, un signalement d'une femme ressemblant à Sylvie dans un village des Alpes de Haute-Provence provoque une nouvelle vague d'espoir. Marcel fait le déplacement. Ce n'est pas elle. Le 15 août de chaque année, Marcel retourne à Marseille. Il marche sur le sentier de Marseille Vert, observant la mer et les falaises, essayant de comprendre ce qui a pu se passer ce jour-là. Il interroge les rares promeneurs qu'il croise, leur montrant les photos jaunies de son frère et de sa famille. Personne ne se souvient de rien. En 1995, 12 ans après la disparition, Marcel envisage pour la première fois de faire vider l'appartement de Lyon. Les propriétaires ont été patients, touchés par le drame, mais ils ont besoin de relouer. Marcel passe une semaine entière à trier les affaires. Chaque objet est une torture. La brosse à cheveux de Sylvie avec encore quelques cheveux pris dans les poils, les cahiers d'école de Camille couverts de son écriture appliquée, les dessins d'Émilie punaisés sur le mur de sa chambre. Il garde tout. 3 déménageurs transportent le contenu entier de l'appartement dans le garage de Marcel, à Villeurbanne. Les cartons s'empilent, étiquetés de sa main tremblante. Vêtements Henri, livres Sylvie, jouets Émilie, affaires Camille. Marcel ne peut se résoudre à jeter quoi que ce soit. Quelque part, il continue d'espérer. À la fin des années 90, l'affaire Lacroix n'est plus qu'une note de bas de page dans les registres de la police judiciaire de Marseille. Les nouveaux enquêteurs ne connaissent l'histoire que vaguement. Quand on leur parle de cette famille disparue en 1983, ils hochent la tête poliment, mais ne cachent pas leur scepticisme. Tant d'années sans aucune trace, c'est que les corps ont dû être emportés par la mer ou que la famille a choisi de disparaître volontairement. Dans les 2 cas, il n'y a plus rien à faire. Seul Marcel refuse d'abandonner. En 1998, à 62 ans, il prend sa retraite de son poste de contremaître dans une usine de textile de Villeurbanne.
Josette pensait qu'ils profiteraient enfin de ce temps libre pour se reposer, voyager, profiter de leurs petits-enfants. Au lieu de cela, Marcel transforme son obsession en mission à plein temps. Il constitue un dossier personnel sur la disparition, compilant chaque article de journal, chaque compte-rendu d'enquête qu'il réussit à obtenir, chaque témoignage qu'il recueille lui-même lors de ses voyages réguliers à Marseille. C'est durant l'un de ces voyages, en mars 1999, que Marcel apprend qu'un ancien complexe industriel près de la Madrague va être démoli pour laisser place à un projet immobilier. Il se souvient du témoignage du pêcheur en octobre 1983, cette Peugeot blanche signalée dans le secteur. Une intuition le saisit. Il se rend sur place, observe le site délabré, les bâtiments couverts de tags et de rouille. Les travaux de démolition doivent commencer en juillet. Marcel contacte le commissariat de Marseille, demande qu'une recherche soit effectuée avant la démolition. On lui répond poliment qu'après 16 ans, il est peu probable de trouver quoi que ce soit et que les moyens de la police ne peuvent être mobilisés sur la base d'une simple intuition. Marcel insiste, devient presque agressif au téléphone. Finalement, une jeune capitaine nommée Isabelle Renard, récemment affectée à la brigade criminelle, accepte de jeter un œil au dossier. Renard a 34 ans. C'est sa première affectation importante à Marseille après avoir passé 8 ans dans la police judiciaire de Nantes. Elle est connue pour son approche méticuleuse et son refus d'abandonner les dossiers non résolus. Quand elle ouvre le classeur jauni marqué « Affaire Lacroix » 1983, elle est frappée par l'absurdité de certains éléments. Une famille qui laisse tous ses papiers et son argent dans l'appartement de location, qui emporte un sac de plage mais disparaît sans laisser aucune trace. C'est incohérent. Elle passe 3 semaines à revoir tous les témoignages, à vérifier chaque détail. Elle retrouve même Christine Mercier, la randonneuse qui avait croisé la famille sur le sentier de Marseille-Vert. Madame Mercier a maintenant 56 ans, mais elle se souvient parfaitement de cette rencontre. Elle ajoute un détail qu'elle n'avait pas mentionné en 1983. L'homme qui portait la glacière jetait constamment des regards nerveux vers le sentier derrière eux, comme s'il vérifiait que personne d'autre ne venait. Renard se rend ensuite à la Madrague, visite le complexe industriel abandonné qui sera bientôt démoli. C'est un labyrinthe de structures métalliques rouillées, de salles vides envahies par les mauvaises herbes, de couloirs sombres où personne n'a mis les pieds depuis des années. Elle comprend pourquoi les recherches initiales n'ont rien donné. Il aurait fallu des semaines pour fouiller méthodiquement un tel site, et à l'époque, rien ne justifiait de concentrer les efforts ici plutôt qu'ailleurs. Le mardi 13 juillet 1999, les ouvriers commencent les travaux préparatoires à la démolition. Renard a obtenu l'autorisation de poster 2 agents sur place, avec instruction de signaler toute découverte suspecte. Les ouvriers trouvent l'initiative étrange, mais coopèrent. Le premier jour, rien. Le deuxième jour non plus. Le troisième jour, un vendredi, vers 15h30, un contremaître appelle les agents. Le vendredi 16 juillet 1999, il fait une chaleur étouffante à Marseille. Le thermomètre affiche 36 degrés à l'ombre. Les ouvriers chargés de la démolition du complexe industriel de la Madrague travaillent depuis 7 heures du matin, mais la chaleur de l'après-midi les force à ralentir le rythme. Bruno Martinelli, contremaître de 52 ans, supervise l'enlèvement des panneaux métalliques dans l'ancien atelier de maintenance, un bâtiment de 2 étages au fond du site. À 15h20, 2 ouvriers utilisent des pieds de biche pour arracher une série de panneaux d'acier fixés au mur du fond. Ces panneaux, installés probablement dans les années 70, cachaient un espace vide d'environ 50 cm de profondeur entre le mur d'origine et le revêtement métallique. C'est une configuration courante dans ce type de bâtiment industriel, l'espace servant normalement à faire passer des câbles électriques ou des tuyauteries. Quand le 3e panneau tombe avec un bruit métallique sourd, un des ouvriers, Samir Bouaziz, aperçoit quelque chose de beige dans la pénombre de l'espace dégagé. Il braque sa lampe torche. C'est un sac, un vieux sac de plage en toile,
poussiéreux et décoloré par les années. Personne ne s'attendait à trouver quoi que ce soit derrière ces panneaux. Les ouvriers échangent un regard perplexe. Martinelli s'approche. Il se souvient que des policiers sont présents sur le site, une histoire de famille disparue, il y a longtemps. Il hésite à les déranger pour un vieux sac abandonné, mais quelque chose dans la situation le met mal à l'aise. Pourquoi quelqu'un aurait-il caché un sac derrière un panneau métallique scellé? Il décide de prévenir les agents. L'agent David Rossi, 29 ans, arrive 5 minutes plus tard. Il observe le sac sans y toucher, conscient que tout doit être préservé en l'état si c'est effectivement lié à l'affaire Lacroix. À travers la toile décolorée, on distingue vaguement des formes à l'intérieur. Le sac est fermé par une fermeture éclair dont le curseur est bloqué par la rouille. Rossi appelle immédiatement la capitaine Renard. Elle débarque sur le site 40 minutes plus tard avec une équipe de la police technique et scientifique. Le soleil tape impitoyablement sur les structures métalliques. L'atmosphère est irréelle, entre l'excitation de la découverte et l'appréhension de ce que le sac pourrait contenir. Les techniciens photographient la scène sous tous les angles. La position du sac est relevée avec précision. Il était posé à plat, à environ 1 mètre du sol, dans un renfoncement naturel de l'espace entre les murs. Pour y accéder, il aurait fallu retirer le panneau métallique, ce qui nécessite des outils. Une fois le sac placé et le panneau refixé, il devenait invisible. Quelqu'un avait clairement voulu le dissimuler. À 16h30, le sac est délicatement extrait de sa cachette et déposé sur une bâche en plastique déployée sur le sol de l'atelier. C'est un grand sac de plage rectangulaire en toile de coton beige, avec des anses en corde tressées. Sur le côté, presque effacé par le temps, on distingue encore une inscription au marqueur noir. « Famille Lacroix ». Le cœur de Renard s'accélère. Après 16 ans, elle tient peut-être enfin un élément tangible. La fermeture éclair est tellement oxydée qu'il faut utiliser des pinces spéciales pour l'ouvrir progressivement, millimètre par millimètre, en prenant soin de ne rien endommager. Le processus prend près de 20 minutes. Quand le sac est enfin ouvert, Renard se penche pour examiner le contenu. Sur le dessus, une serviette de plage rayée bleue et blanche, celle-là même que Madame Savelli avait décrite aux enquêteurs en 1983. Sous la serviette, soigneusement pliés, 2 maillots de bain d'enfant. Un rose avec des motifs de dauphin, probablement celui d'Émilie. Un bleu marine uni, vraisemblablement celui de Camille. Puis un maillot de bain de femme, couleur turquoise, et un short de bain d'homme vert foncé. Ensuite, des vêtements d'enfant, un short en jean délavé, un t-shirt blanc avec un dessin de Mickey Mouse, une petite robe d'été à fleurs jaunes, une paire de sandales en plastique blanc. Tous ces vêtements correspondent aux descriptions fournies par la famille et les témoins en 1983. Mais ce qui saisit vraiment Renard, ce sont les documents. 4 cartes d'identité françaises dans des pochettes plastiques individuelles qui les ont protégées de l'humidité. Henri Lacroix, né le 4 mars 1941 à Lyon. Sylvie Lacroix, née Chartier, le 22 septembre 1943 à Grenoble. Camille Lacroix, née le 18 février 1969 à Lyon. Émilie Lacroix, née le 7 juin 1974 à Lyon. Les photos sur les cartes montrent des visages familiers, ceux qu'elle a étudiés dans le dossier pendant des semaines. Au fond du sac, enveloppé dans un sac plastique de supermarché, un petit carnet à spirale bleu ciel. Le papier a jauni, mais reste lisible. C'est un carnet de notes ordinaire, du type qu'on achète dans n'importe quelle papeterie. Sur la première page, écrit à l'encre bleue d'une écriture féminine appliquée, Sylvie Lacroix, été 1983. Renard enfile des gants en latex et tourne délicatement les pages. Le carnet contient une trentaine de pages de notes, certaines datées, d'autres non. L'écriture est dense, nerveuse par endroits, plus calme à d'autres moments. Ce ne sont pas des notes de vacances classiques décrivant des visites touristiques ou des impressions de voyage. C'est autre chose, quelque chose de beaucoup plus intime et troublant. La première entrée datée est du 12 août 1983. Nous sommes arrivés à Marseille. Les filles sont excitées. Henri n'a presque rien dit pendant tout le trajet.
Je ne sais pas si c'est la bonne décision, mais nous n'avons plus le choix maintenant. Il dit que c'est notre seule chance de recommencer. Le 13 août, nous avons visité le Vieux-Port aujourd'hui. Camille a pris des photos. Émilie voulait acheter des souvenirs. Tout semble si normal en surface, mais je sens la tension constante. Henri vérifie sans cesse autour de nous, comme si quelqu'un nous suivait. Peut-être que je deviens paranoïaque, moi aussi. Le 14 août. Demain, c'est le jour. Henri a tout préparé. Il dit qu'on doit suivre le plan exactement. Les filles ne savent rien. Comment leur expliquer? Émilie est si petite, si innocente. Camille commence à poser des questions. Elle sent que quelque chose ne va pas. Je voudrais pouvoir tout leur dire, mais Henri insiste pour qu'on attende. Le 15 août, écrit apparemment très tôt le matin. C'est aujourd'hui. Je n'ai presque pas dormi. Les filles dorment encore. Henri est déjà réveillé. Je l'entends marcher dans l'appartement. J'ai peur. Pas de ce qui va se passer, mais de ce que nous sommes devenus. Comment en sommes-nous arrivés là? Il y a 6 mois, nous étions une famille normale. Maintenant, l'entrée s'arrête là. La phrase inachevée. Puis plus bas sur la même page, écrit d'une écriture plus tremblante, « Si quelqu'un trouve ce carnet, sachez que nous avons fait ce que nous pensions être le mieux. Nous ne sommes pas des criminels. Nous sommes juste des gens ordinaires poussés dans une situation extraordinaire. Protéger nos filles, c'est tout ce qui compte. » C'est la dernière ligne écrite dans le carnet. Les pages suivantes sont vierges. Renard relit les passages plusieurs fois, essayant de comprendre. Quel plan? Quelle situation extraordinaire! Pourquoi Henri vérifiait-il constamment autour d'eux? Et surtout, qui ou quoi les menaçait au point de les pousser à disparaître en abandonnant toute leur vie à Lyon? Elle examine à nouveau le contenu du sac. Pourquoi quelqu'un cacherait-il leurs papiers d'identité et leurs vêtements derrière un panneau métallique dans un complexe industriel? La réponse logique serait pour empêcher qu'ils soient identifiés. Mais identifiés dans quel contexte? Et par qui? Renard fait photographier chaque page du carnet, chaque vêtement, chaque document. L'ensemble est placé sous scellé et transporté au laboratoire de la police scientifique pour analyse approfondie. Elle-même retourne au commissariat et commence à éplucher le dossier avec un regard nouveau. À 19 h, elle appelle Marcel Lacroix. Elle lui annonce la découverte du sac sans entrer dans les détails du carnet. Marcel reste silencieux pendant plusieurs secondes. Quand il reprend la parole, sa voix est étranglée par l'émotion. Il demande s'il peut voir le sac, les affaires. Renard lui promet qu'il pourra, une fois les analyses terminées. Cette nuit-là, Renard ne dort presque pas. Elle repense aux mots de Sylvie. Nous ne sommes pas des criminels, nous sommes juste des gens ordinaires poussés dans une situation extraordinaire. Quelle situation? Elle reprend tous les éléments de l'enquête originale. Les 22 000 francs retirés par Henri, son comportement nerveux les jours précédant le départ, les erreurs professionnelles inhabituelles, les disputes conjugales rapportées par les voisins. Et soudain, une nouvelle piste se dessine dans son esprit. Et si la famille Lacroix ne fuyait pas quelque chose, mais quelqu'un? Le lundi 19 juillet, Renard convoque une réunion avec son équipe. Elle a passé tout le week-end à reconstituer la vie d'Henri Lacroix dans les mois précédant la disparition. Ce qu'elle a découvert transforme complètement la perspective de l'affaire. En février 1983, 6 mois avant le voyage à Marseille, Henri travaillait sur un dossier d'assurance concernant M. Antoine Rossi, un entrepreneur du bâtiment lyonnais. Le dossier concernait une demande d'indemnisation importante suite à un incendie ayant détruit un entrepôt appartenant à Rossi. La compagnie d'assurance, suspectant une fraude, avait chargé Henri d'enquêter discrètement sur les circonstances de l'incendie. Henri avait découvert des irrégularités. L'entrepôt était surassuré par rapport à sa valeur réelle. Plusieurs témoins avaient vu Rossi près des lieux quelques heures avant le déclenchement du feu. Surtout, Henri avait obtenu un document montrant que Rossi avait vidé l'entrepôt de ses marchandises les plus précieuses 3 jours avant l'incendie, les transférant dans un autre local non déclaré. Le problème, c'est qu'Antoine Rossi n'était pas un entrepreneur ordinaire. Les services de police de Lyon le connaissaient bien.
Sans être officiellement membre du milieu criminel marseillais, il entretenait des relations étroites avec certaines figures du grand banditisme. Il servait occasionnellement de prête-nom pour des investissements immobiliers suspects. Plusieurs enquêtes pour extorsion et intimidation le concernant avaient été classées sans suite, les témoins se rétractant mystérieusement. Henri avait remis son rapport à sa compagnie d'assurance le 28 février 1983. La compagnie avait refusé l'indemnisation et signalé le cas aux autorités. Une enquête pour fraude à l'assurance et incendie volontaire avait été ouverte contre Rossi en mars. Renard retrouve le dossier judiciaire. L'affaire avait traîné pendant des mois. Rossi, représenté par d'excellents avocats, contestait toutes les accusations. Il affirmait qu'Henri Lacroix lui en voulait personnellement et avait fabriqué des preuves contre lui. En juin 1983, le procès était sur le point de s'ouvrir. Henri devait témoigner comme témoin clé de l'accusation. Renard contacte le juge d'instruction qui avait supervisé l'affaire Rossi en 1983. Jean-Claude Mercier, maintenant retraité et vivant dans le Beaujolais, se souvient parfaitement du dossier. Rossi était furieux, raconte-t-il à Renard par téléphone. Ses avocats multipliaient les recours, mais le dossier tenait. Grâce au travail minutieux de Lacroix, nous avions des preuves solides. Et puis, fin août, j'ai reçu un courrier du tribunal m'informant que Lacroix et sa famille avaient disparu. Sans son témoignage, le dossier s'est effondré. Les juges ont classé l'affaire, faute de preuves suffisantes. Antoine Rossi était-il impliqué dans la disparition de la famille Lacroix? C'est la question qui obsède maintenant Renard. Elle demande un mandat pour interroger Rossi. Le problème, c'est que Rossi est décédé en 1995 d'un cancer du foie. Mais il avait un associé, Luc Ferracci, qui gère toujours plusieurs affaires immobilières à Lyon. Le mercredi 20 et 1 juillet, Renard et 2 collègues se rendent à Lyon pour interroger Ferracci. Ils le trouvent dans son bureau d'une rue du quartier de la Guillotière. C'est un homme de 68 ans, élégant, aux cheveux gris soigneusement coiffés. Il les reçoit avec une politesse glaciale. Renard l'interroge sur sa relation avec Antoine Rossi. Ferracci répond qu'ils étaient associés dans quelques projets immobiliers, rien de plus. Quand elle mentionne l'affaire Lacroix, son visage reste impassible. Je me souviens vaguement de cette histoire. Un employé d'assurance qui avait disparu pendant des vacances. Tragique, mais quel rapport avec moi ? Votre associé était accusé de fraude grâce aux investigations d'Henri Lacroix, répond Renard. La famille disparaît juste avant que Lacroix ne témoigne au procès. L'affaire est classée. Pratique, non? Ferracci sourit froidement. Capitaine, vous suggérez que mon défunt associé aurait fait disparaître une famille entière pour éviter un procès? C'est une accusation grave, sans la moindre preuve. Antoine était un homme d'affaires, pas un gangster. Si vous voulez mon avis, cette famille a probablement eu un accident dans les Calanques. Des gens disparaissent tous les ans dans ces endroits dangereux. L'interrogatoire ne mène nulle part. Ferracci a réponse à tout et ne se laisse pas intimider. Quand Renard évoque la découverte du sac de plage, il hausse les épaules. Intéressant. Cela prouve quoi exactement? Que quelqu'un a caché leurs affaires? Peut-être la famille elle-même, si elle voulait simuler une disparition. De retour à Marseille, Renard creuse plus profondément dans les connexions de Rossi. Elle découvre que l'entrepreneur possédait plusieurs propriétés dans la région marseillaise, dont un ancien entrepôt à la Madrague, vendu en 1986 à une société immobilière. L'entrepôt faisait partie du complexe industriel où le sac a été retrouvé. Cette découverte change tout. Rossi connaissait parfaitement les lieux. Il aurait pu y amener la famille Lacroix ou faire en sorte qu'on les y amène. Mais pour quoi faire? Les tuer? Les faire disparaître? Renard commande une recherche approfondie du site de la Madrague. Si les corps sont là, il faut les trouver. Pendant ce temps, les analyses du laboratoire révèlent des éléments fascinants sur le contenu du sac. Des traces d'ADN sont prélevées sur les vêtements. L'analyse comparative avec les cheveux trouvés dans la brosse de Sylvie, conservée parmi les affaires stockées par Marcel, confirme l'appartenance des vêtements à la famille Lacroix. Plus intriguant encore, le carnet de Sylvie révèle des informations supplémentaires sous lumière ultraviolette.
Sur plusieurs pages apparemment vierges, des mots effacés ou raturés deviennent visibles. Sur une page, Sylvie avait écrit puis barré « Henri pense qu'il nous surveille. Il dit qu'on ne peut faire confiance à personne, même pas à la police. » Sur une autre, « Et si nous nous trompons? Et si tout cela n'est que dans sa tête ?» Ces fragments suggèrent qu'Henri était peut-être paranoïaque ou qu'il avait des raisons légitimes de craindre pour sa sécurité. Sylvie, elle, semble avoir douté. Suivait-elle son mari malgré ses réticences? Essayait-elle de le raisonner? Renard retrouve également M. Valentin, l'ancien supérieur hiérarchique d'Henri. Maintenant retraité, il vit dans un appartement donnant sur le Rhône. Il accueille Renard dans son salon encombré de livres et de souvenirs professionnels. Henri était un excellent élément, raconte Valentin. Méticuleux, honnête, travailleur, mais après l'affaire Rossi, il a changé. Il était devenu nerveux, regardant constamment par-dessus son épaule. Un jour, fin mars, il est venu me voir dans mon bureau. Il m'a demandé si la compagnie pouvait le protéger au cas où il recevrait des menaces. Je lui ai dit que nous le soutiendrions, bien sûr, mais que s'il y avait des menaces concrètes, il devait les signaler à la police. « A-t-il parlé de menaces spécifiques ?» demande Renard. Valentin hésite. Il m'a dit qu'il avait reçu un coup de téléphone anonyme fin février. Une voix d'homme lui conseillant de reconsidérer son rapport sur Rossi. Henri avait raccroché sans répondre. Puis, début avril, sa voiture a été vandalisée dans le parking de notre immeuble. Rien de grave, juste les pneus crevés et une rayure sur la portière. Mais le message était clair. Pourquoi cela n'a-t-il pas été mentionné dans l'enquête de disparition? S'étonne Renard. Parce que je ne l'ai jamais dit aux enquêteurs. Henri m'avait fait promettre de garder le silence. Il disait que cela ne ferait qu'empirer les choses, que Rossi s'en servirait pour le faire passer pour un mythomane, cherchant à se rendre intéressant. Et franchement, à l'époque, j'ai pensé que sa disparition était un accident. Je n'ai fait le lien qu'après coup. Renard comprend maintenant la situation. Henri savait qu'il était en danger. Il avait tenté de protéger sa famille en planifiant une disparition volontaire. Les 22 000 francs retirés devaient servir à financer une nouvelle vie ailleurs, peut-être sous de fausses identités. Le voyage à Marseille n'était pas des vacances, mais le début d'une fuite. Mais quelque chose a mal tourné. Sinon, pourquoi leur papier d'identité aurait-il été caché dans un entrepôt appartenant justement à l'homme qu'Henri fuyait? La réponse s'impose. Rossi les avait retrouvés. Ou peut-être ne les avait-il jamais perdus de vue. Le mardi 27 juillet, les fouilles intensives du site de la Madrague commencent. Des chiens dressés à détecter les restes humains sont déployés. Des équipes d'archéologues judiciaires supervisent les excavations. Le site est vaste, plus de 2 hectares de terrain jonchés de débris industriels et envahis par la végétation. Le deuxième jour des fouilles, les chiens signalent une zone spécifique dans l'ancien sous-sol d'un bâtiment administratif. Le sol en béton a été manifestement refait à un moment donné, une section carrée d'environ 2 mètres de côté, montrant une couleur légèrement différente du reste. Les ouvriers utilisent des marteaux-piqueurs pour briser le béton. À 1 mètre de profondeur, ils trouvent d'abord une bâche en plastique noir, du type utilisé dans le bâtiment. La bâche est décomposée par endroits, mais encore reconnaissable. Sous la bâche, des ossements. L'excavation est immédiatement interrompue. Une équipe médico-légale prend le relais, dégageant délicatement les restes. Au fur et à mesure que la terre est retirée, l'horrible vérité se révèle. 4 squelettes, disposés côte à côte, 2 adultes et 2 enfants. L'anthropologue judiciaire, le docteur Le Breton, effectue une première évaluation sur place. Les squelettes sont complets, ce qui suggère que les corps ont été enterrés peu après le décès. L'état de décomposition est cohérent avec une inhumation remontant à environ 16 ans. Les ossements des enfants correspondent aux âges de 9 et 14 ans. Ceux des adultes à des individus dans la quarantaine. Sur le crâne de l'adulte masculin, une fracture nette au niveau de la tempe gauche. Sur celui de l'adulte féminin, une fracture à l'arrière du crâne.
Les enfants ne présentent pas de traumatismes évidents, mais le docteur Le Breton note que des traumatismes au tissu mou ne laisseraient pas de traces osseuses. Les corps sont transportés à l'Institut médico-légal de Marseille pour autopsie complète et identification formelle. Les analyses ADN prendront plusieurs semaines, mais tout indique qu'il s'agit bien de la famille Lacroix. Quand Marcel apprend la découverte, il s'effondre. Pendant 16 ans, il a gardé l'espoir que son frère et sa famille étaient quelque part, vivants, qu'ils reviendraient un jour. Maintenant, cet espoir est anéanti. Sa femme Josette doit appeler le médecin de famille pour lui prescrire des calmants. Renard, elle, sent la colère monter. Une famille entière assassinée parce qu'un homme honnête avait osé dire la vérité sur une fraude à l'assurance. 4 vies détruites pour protéger un criminel qui a lui-même fini par mourir de mort naturelle quelques années plus tard. L'injustice, la révolte. Mais elle n'a toujours pas de preuves formelles liant Rossi au meurtre. Ferracci, son ancien associé, bénéficie d'un alibi solide pour la période du 15 août 1983. Il était en vacances en Corse avec sa famille. Des dizaines de témoins peuvent l'attester. Si Rossi est le commanditaire, qui a exécuté les meurtres? La réponse vient d'une source inattendue. Le jeudi 29 juillet, un homme d'une 50aine d'années se présente au commissariat de Marseille. Il demande à parler à la capitaine Renard. Il dit s'appeler François Mariani et affirme avoir des informations sur l'affaire Lacroix. François Mariani a 54 ans. C'est un homme au visage marqué par la vie, aux cheveux grisonnants, qui portent les stigmates d'années difficiles. Il s'assied dans le bureau de Renard avec une nervosité palpable, ses mains tremblant légèrement. « J'ai vu les informations sur la découverte des corps », commence-t-il d'une voix rauque. « Je ne peux plus garder ça pour moi. Ça me ronge depuis 16 ans. » Renard active l'enregistreur. « Je vous écoute, monsieur Mariani. » Il prend une longue inspiration. « En 1983, je travaillais comme homme de main pour Antoine Rossi. J'avais 38 ans et je vivais de petits boulots pas toujours légaux. Rossi me payait pour intimider des gens, casser des vitrines, ce genre de choses. Rien de vraiment violent, je vous jure. Juste de la pression. » Il s'arrête, cherchant ses mots. Renard ne dit rien, le laissant continuer à son rythme. Début août 1983, Rossi m'a convoqué dans son bureau à Lyon. Il était avec un type que je ne connaissais pas, un grand costaud qui ne parlait presque pas. Rossi m'a montré une photo d'une famille. Un homme, une femme, 2 gamines. Il m'a dit que cet homme devait disparaître avant le 15 août, que c'était urgent et important. « Il vous a dit pourquoi ?» demande Renard. « Pas vraiment. Juste que ce type, Lacroix, allait témoigner contre lui dans un procès et que ça pouvait lui coûter très cher. Rossi voulait que j'arrange une disparition qui ressemble à un accident. Il m'a proposé 50 000 francs. C'était une fortune pour moi à l'époque. » Mariani baisse les yeux, incapable de soutenir le regard de Renard. « J'ai dit oui. Je sais, c'est impardonnable, mais j'étais criblé de dettes, je buvais trop, ma vie partait en vrille. 50 000 francs, c'était ma chance de repartir de zéro. Comment avez-vous procédé ?» La voix de Renard est neutre, professionnelle, même si elle sent la rage bouillonner en elle. Rossi m'a donné toutes les informations. Il savait que les Lacroix partaient en vacances à Marseille mi-août. Il savait où ils allaient loger, il avait même leur itinéraire. J'ai compris plus tard qu'il les faisait surveiller depuis des semaines. Mariani s'essuie le front avec un mouchoir froissé. Je suis descendu à Marseille le 12 août, le même jour que la famille. Je les ai suivis discrètement pendant 2 jours. Ils ne se doutaient de rien. Le 15 au matin, je les ai vus partir avec leurs affaires de plage. J'ai suivi leur voiture jusqu'à ce qu'ils se garent près du sentier de Marseille-Vert. Il marque une pause, la respiration saccadée. Mon plan initial était de provoquer un accident sur le sentier, une chute des falaises, ça arrive, mais là-bas, il y avait d'autres randonneurs. Je ne pouvais pas agir. J'ai attendu, espérant qu'ils s'isolent, mais il y avait toujours du monde. Que s'est-il passé ensuite? Vers 11 heures, j'ai vu Lacroix qui regardait nerveusement autour de lui. Je pense qu'il m'avait repéré. Il a parlé à sa femme. Ils ont ramassé leurs affaires et sont redescendus rapidement vers leur voiture. J'ai paniqué. Si je les laissais partir, tout était fichu.
Rossi ne me pardonnerait jamais. Mariani tremble maintenant franchement. Renard lui verse un verre d'eau qu'il avale d'un trait. Je les ai suivis jusqu'à leur voiture. Lacroix a démarré immédiatement, comme s'il voulait fuir. Je suis monté dans ma propre voiture et je les ai poursuivis. Je ne savais pas quoi faire, j'improvisais. Ils ont pris une route qui s'éloignait du centre, vers le nord. C'était bizarre, comme s'ils essayaient de me semer. Ils vous avaient identifié. Je pense, oui. Lacroix conduisait vite, trop vite. À un moment, j'ai réussi à les dépasser, et je me suis mis en travers de la route pour les bloquer. On était dans une zone industrielle déserte, près de la Madrague. Il n'y avait personne. La suite du récit est atroce. Mariani décrit comment Henri est sorti de la voiture, furieux, exigeant de savoir ce qu'il voulait. Mariani lui a dit que Rossi voulait juste discuter, qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Henri ne l'a pas cru. Il a voulu remonter dans sa voiture, emmener sa famille ailleurs. C'est là que tout a basculé. Mariani a attrapé Henri par le bras. Une bagarre a éclaté. Sylvie est sortie de la voiture en criant. Mariani a frappé Henri, avec une matraque qu'il portait à sa ceinture. Le coup a atteint Henri à la tempe. Il s'est effondré. Sylvie a hurlé. Les deux filles pleuraient dans la voiture. Mariani a paniqué complètement. Il a frappé Sylvie pour la faire taire. Elle aussi est tombée, se cognant l'arrière de la tête contre le capot de la voiture. « Je ne voulais pas les tuer », sanglote Mariani. « Je voulais juste les effrayer, les emmener quelque part pour qu'ils ne puissent pas témoigner. Mais ça a dégénéré. Henri et sa femme étaient par terre, immobiles. Les gamines criaient. Je ne savais plus quoi faire. » Renard serre les poings sous la table. « Et les enfants ?» Mariani ne peut plus parler. Il se contente de secouer la tête, les larmes coulant sur ses joues. Finalement, il articule. « J'ai appelé le type qui était avec Rossi à Lyon, celui qui ne parlait pas. Il est arrivé 1 heure plus tard. C'est lui qui a décidé. Il a dit qu'on ne pouvait pas laisser de témoins. Les gamines avaient tout vu. » Le silence dans le bureau est insoutenable. Renard imagine les 2 fillettes, Camille et Émilie, terrorisées, voyant leurs parents morts ou mourants face à 2 hommes dont elles ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient là. Comment ? La question sort dans un murmure. De l'éther. Le type en avait dans sa voiture, avec une sorte de chiffon. Il les a endormies. Elles se sont juste endormies. C'est une petite consolation, mais c'en est une quand même. Les fillettes n'ont pas souffert, ou du moins pas longtemps. Ensuite, le type connaissait un endroit sur le site industriel. Un de ses potes travaillait là, gardien de nuit ou quelque chose comme ça. Il nous a laissé entrer. On a creusé dans le sous-sol d'un bâtiment, on a enfoui les corps, on a coulé du béton par-dessus. C'était lui qui dirigeait tout. Moi, je suivais, en état de choc. Et le sac de plage ? C'est moi. Après, j'ai pris leurs affaires, leurs papiers, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour que personne ne les identifie si on trouvait les corps. Ou peut-être parce que je voulais garder une preuve, je ne sais pas. J'ai caché le sac derrière un panneau métallique dans l'atelier de maintenance. Le type ne l'a pas vu faire. Et la voiture ? Le type s'en est occupé. Il m'a dit qu'elle finirait au fond du port ou dans une casse clandestine. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue exactement. Mariani s'effondre complètement, le front sur la table, secoué de sanglots. « Pourquoi vous livrez maintenant ?» demande Renard. « Après 16 ans ? Parce que je n'en peux plus. Chaque nuit depuis 1983, je les vois. Ces 2 gamines qui me regardaient par la fenêtre de la voiture. J'ai tout gâché. L'argent de Rossi, je l'ai bu en quelques mois. Ma vie n'a été qu'une descente aux enfers depuis. J'ai fait de la prison pour vol, pour violence. J'ai tout perdu. Et maintenant, je veux juste payer pour ce que j'ai fait. Je veux que ces petites puissent enfin reposer en paix. » Renard le laisse pleurer un moment, puis elle pose la question cruciale. Le nom du 2e homme, celui qui était avec vous. Mariani lève la tête. Je ne l'ai jamais su. Rossi l'appelait juste le Corse, un type massif, la cinquantaine, des tatouages sur les bras, accent corse prononcé, c'est tout ce que je sais. L'interrogatoire continue pendant 4 heures. Mariani dessine un plan du site industriel, montrant exactement où ils ont garé les voitures, où la bagarre a eu lieu, le chemin jusqu'au sous-sol. Tout correspond au lieu où les corps ont été retrouvés. Une recherche dans les archives criminelles identifie rapidement le probable complice. Dominique Santoni,
un homme de main corse connu pour avoir travaillé pour divers criminels dans les années 70 et 80. Santoni est décédé en 1987 dans un règlement de compte à Ajaccio. Il ne pourra jamais être jugé. Mariani, lui, est placé en détention provisoire. Il est inculpé de meurtre, complicité de meurtre et séquestration. Le procureur annonce qu'il requerra une peine de perpétuité incompressible. Les analyses ADN confirment formellement l'identité des 4 corps retrouvés à la Madrague. Henri Lacroix, Sylvie Lacroix, Camille Lacroix, Émilie Lacroix. Une famille entière effacée parce qu'un homme avait osé faire honnêtement son travail. Les funérailles ont lieu le samedi 7 août 1999, 16 ans presque jour pour jour après leur disparition. Marcel a insisté pour que la cérémonie se déroule à Lyon, dans l'église Saint-Pierre de Vèze, où Sylvie emmenait parfois les filles le dimanche. L'église est remplie. Des centaines de personnes sont venues rendre un dernier hommage. Anciens collègues d'Henri et de Sylvie, voisins, parents d'élèves, camarades de classe de Camille et Émilie, qui sont maintenant de jeunes adultes. Nathalie, l'ancienne meilleure amie de Camille, est là, bouleversée. Elle a 30 ans maintenant, 2 enfants, une vie que Camille n'aura jamais. Elle dépose une photo d'elles deux, prise lors d'un anniversaire quand elles avaient 12 ans, sur le cercueil de son amie. Madame Garnier, l'ancienne maîtresse d'Émilie, lit un texte qu'elle a écrit pour l'occasion, évoquant le sourire de la petite fille, sa curiosité insatiable, son talent pour le dessin. Sa voix se brise plusieurs fois pendant la lecture. Marcel prononce l'éloge funèbre. Il parle de son frère, l'homme intègre qui a payé le prix ultime de son honnêteté. Il parle de Sylvie, la femme dévouée qui a suivi son mari jusqu'au bout. Il parle de Camille et Émilie, les nièces qu'il n'a jamais vues grandir, se marier, avoir des enfants. Sa voix reste ferme malgré les larmes qui coulent sur ses joues. « Pendant 16 ans, dit-il, j'ai refusé d'abandonner l'espoir de les retrouver. Aujourd'hui, cet espoir s'est transformé en certitude, mais pas celle que j'attendais. Mon frère et sa famille ne reviendront pas. Ils ont été arrachés à la vie par la violence et la lâcheté. Mais grâce au travail acharné de la capitaine Renard et de son équipe, grâce aussi au témoignage tardif d'un homme rongé par la culpabilité, nous connaissons enfin la vérité. Henri, Sylvie, Camille et Émilie peuvent maintenant reposer en paix. Nous ne les oublierons jamais. Les cercueils sont enterrés au cimetière de Loyasse, sur les hauteurs de Lyon, dans le caveau familial où reposent déjà les parents d'Henri et Marcel. La vue embrasse toute la ville, cette ville que les Lacroix aimaient et où ils auraient dû vieillir ensemble. Le procès de François Mariani s'ouvre le 15 janvier 2000. Il dure 3 semaines. Mariani a plaidé coupable dès le début, refusant de minimiser ses actes. Ses avocats ont tenté de faire valoir des circonstances atténuantes, sa situation financière désespérée en 1983, le fait qu'il n'avait pas prémédité les meurtres, sa coopération totale avec la justice, ses 16 années de remords. Le procureur a balayé ses arguments. 4 personnes ont été tuées, dont 2 enfants innocentes. Peu importe que Mariani n'ait pas voulu les tuer au départ. Il a accepté de faire disparaître un homme pour de l'argent. Il a frappé cet homme et sa femme. Il a assisté au meurtre de 2 fillettes sans intervenir. Il a aidé à dissimuler les corps. Il a gardé le silence pendant 16 ans, pendant qu'une famille entière agonisait dans l'incertitude. Les témoignages ont été accablants. Madame Savelli, maintenant âgée de 86 ans, est venue témoigner de ses dernières interactions avec la famille. Monsieur Bartoli, le boulanger, a décrit Émilie faisant tomber sa pièce de monnaie ce matin du 15 août. Les Mercier ont raconté avoir croisé la famille sur le sentier de Marseille-Vert, sans se douter qu'ils étaient les dernières personnes à les voir vivants. Marcel a témoigné pendant 2 heures, décrivant 16 ans de recherche désespérée, d'espoir déçu, de nuits d'insomnie. Il a montré les cartons encore entreposés dans son garage, remplis des affaires de son frère et de sa belle-sœur. Il a expliqué comment il continuait parfois à attendre un appel téléphonique, une lettre, un signe quelconque que son frère était vivant. Le verdict est tombé le 6 février 2000.
François Mariani est reconnu coupable de 4 chefs d'accusation de meurtre et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. Il ne sortira pas de prison avant 2029 à l'âge de 83 ans, si toutefois il obtient une libération conditionnelle à ce moment-là. Dans son dernier mot avant le verdict, Mariani s'est tourné vers Marcel. « Je sais que mes excuses ne signifient rien. Je sais que vous ne me pardonnerez jamais, et vous avez raison. Tout ce que je peux dire, c'est que chaque jour depuis le 15 août 1983 a été un enfer. Je continuerai à porter leur mort jusqu'à mon dernier souffle. » Marcel n'a pas répondu. Il a simplement regardé l'homme qui avait détruit sa famille, puis s'est levé et a quitté la salle d'audience. L'affaire Lacroix a eu des répercussions durables. Le système de protection des témoins en France a été renforcé après que l'enquête ait révélé qu'Henri avait demandé de l'aide sans succès. Les compagnies d'assurance ont établi de nouveaux protocoles pour protéger leurs employés travaillant sur des dossiers sensibles impliquant potentiellement des criminels. À Marseille, le site de la Madrague a finalement été démoli complètement. À la place, un parc public a été aménagé. Marcel a fait installer une plaque discrète près de l'entrée. À la mémoire de Henri, Sylvie, Camille et Émilie Lacroix, qui ont trouvé la mort ici en août 1983. Que leur souvenir nous rappelle le prix de l'honnêteté et le coût de la violence. La capitaine Renard a reçu une commendation pour son travail sur l'affaire. Mais elle dit que la vraie satisfaction n'est pas la reconnaissance professionnelle, c'est d'avoir pu donner des réponses à une famille qui attendait depuis 16 ans. Marcel Lacroix a vécu dans l'incertitude pendant presque 2 décennies, explique-t-elle dans une interview. Au moins maintenant, il sait, c'est terrible, mais c'est mieux que le doute éternel. Marcel est décédé en 2012, à l'âge de 76 ans, d'une crise cardiaque. Sa femme Josette a révélé qu'il se rendait encore régulièrement au cimetière de Loyasse pour parler à son frère. Il lui racontait sa vie, ses petits-enfants, les changements dans le quartier, raconte-t-elle. Je pense qu'il n'a jamais vraiment accepté leur mort. Une partie de lui continuait à attendre qu'Henri passe la porte. L'appartement de l'avenue de Pressensé à Vèze a été démoli en 2005 dans le cadre d'un projet de rénovation urbaine. Un nouvel immeuble moderne se dresse maintenant à sa place. Peu de gens connaissent l'histoire de la famille qui y vivait il y a plus de 40 ans. Mais l'histoire de la famille Lacroix n'a pas été oubliée. Elle sert d'exemple dans les écoles de police, dans les cours de criminologie, dans les débats sur la protection des témoins. Elle rappelle que derrière chaque affaire criminelle, il y a des vies réelles, des familles détruites, des destins brisés. Nathalie, l'amie de Camille, est devenue enseignante, comme Sylvie. Elle raconte parfois à ses élèves l'histoire de sa meilleure amie disparue, transformant la tragédie en leçon sur le courage et l'intégrité. Camille aurait eu 45 ans aujourd'hui, dit-elle à ses élèves de CM2. Elle aurait peut-être été professeure comme sa mère, ou photographe comme elle en rêvait, mais son père a fait ce qui était juste, même quand c'était dangereux. Et c'est une leçon que vous ne devez jamais oublier. Faire ce qui est juste, même quand c'est difficile, même quand ça coûte cher. Le sac de plage en toile beige, qui a permis de rouvrir l'enquête, est conservé au musée de la police criminelle à Paris. C'est une pièce d'une banalité absolue, un simple sac de vacances, comme des milliers de familles en possèdent. Mais il représente une histoire extraordinaire de persévérance, de justice tardive et de vérité finalement révélée après 16 années de silence. Ce cas nous montre que la vérité, même enfouie pendant des décennies, finit toujours par remonter à la surface. L'intégrité d'Henri Lacroix lui a coûté la vie, ainsi que celle de sa famille. Mais son courage a également révélé l'étendue de la corruption et de la violence que certains sont prêts à employer pour protéger leurs intérêts. Sans la persévérance de Marcel Lacroix et la détermination de la capitaine Renard, cette famille serait restée à jamais dans les statistiques des disparitions non résolues. Qu'en pensez-vous? Avez-vous perçu les signes tout au long de cette narration? Partagez vos réflexions dans les commentaires.
Si ce type d'investigation approfondie vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui apprécie également ces cas véridiques.